Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cash Confidence. Cette 4e saison, on l'a fait en partenariat avec Bourse-Banque, un partenaire qui partage la même mission que nous, de rendre la finance accessible et compréhensible à toutes et à tous. Ensemble, nous créons un espace où aborder le sujet de l'argent devient simple, clair et surtout utile à toutes les femmes qui veulent parler du sujet sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes de près, la relation à l'argent dans le couple, et plus précisément, comment faire quand il y a des différences de revenus au sein du couple. Pour cela, on reçoit une figure hyper importante de la finance en France, on est trop contente de l'avoir ici au studio, Lucie Quillet, qui depuis 10 ans explore toutes ces thématiques-là pour essayer de comprendre au mieux ce qui freine la progression professionnelle des femmes. Dans ce cadre-là, elle a écrit notamment le best-seller Le Prix à payer, désormais adapté en bande dessinée. Elle est aussi membre de l'Observatoire de l'émancipation économique de la Fondation des femmes et elle est devenue aujourd'hui l'une des voix les plus importantes en France sur l'argent dans le couple, l'indépendance économique et les rapports de pouvoir invisibles. Elle a aussi, avec son nouvel essai Les Méritantes, abordé une chose essentielle. Ce ne sont pas les femmes les problèmes, mais les structures qui les freinent. Lucille, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Merci pour cette présentation. Voilà, très. Si tu as envie de la compléter, de nous raconter plus de choses sur toi, non, après, c'est vrai qu'il y a l'expertise plus sur les inégalités économiques dans le couple, l'émancipation économique et tout, et puis le versant coach, vie professionnelle. Et là, du coup, les méritantes, c'était aussi pour adresser le contexte systémique dans le monde du travail, en disant aux femmes, c'est très bien de faire du coaching et voilà, et de travailler sur soi, mais en fait, en vrai, le problème, c'est quand même pas nous. C'est le monde du travail qui est encore trop fait par les hommes pour les hommes, voilà. Mais sinon, cette présentation était parfaite. Merci beaucoup. Génial. Et du coup, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, en fait, il y a de plus en plus de gens qui disent mais les différences entre hommes et femmes, ça n'existe plus. En fait, c'est plus le cas. Et le stéréotype de l'homme qui gagne plus et la femme qui reste plutôt à la maison, les différences de salaire. Est-ce que c'est toujours le cas dans la société actuelle ? Oui, c'est toujours le cas. Et heureusement qu'on a des statistiques pour le montrer. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on est dans l'égalité parce qu'on a les mêmes droits, les mêmes opportunités, on peut faire les mêmes études et tout, et que tout est une question de choix et qu'en fait les inégalités se réduisent, alors qu'en fait non, et les chiffres nous le montrent. Donc c'est 23,5% d'écart de salaire entre hommes et femmes en France, tout temps de travail confondu. À temps de travail égal, c'est à peu près 14%. Mais le chiffre, et je pense qu'il va bien nous occuper aujourd'hui, c'est qu'il y a les inégalités de salaire, mais au sein des couples, en moyenne en France, l'écart de revenus il est de 42%. Tada. Et donc on est déjà plus proche des 40% d'écart de retraite entre hommes et femmes. Voilà. Après, pour citer d'autres chiffres, dans 75% des couples, c'est monsieur qui gagne le plus. Voilà. Moi, je parle majoritairement des couples hétéros, parce que c'est très lié aussi au stéréotype de genre et de qu'est-ce que c'est être une bonne femme hétéro, intégrée, validée par la société. Et de la même façon, qu'est-ce que c'est être un bonhomme hétéro, validé par la société, qui travaille, qui est celui qui ramène le plus d'argent et tout. Enfin, voilà, on pourra développer ça, mais vraiment, on est dans une illusion d'égalité et on voit que ces différences économiques, elles sont importantes. On a tendance à penser qu'elles se résorbent parce que les inégalités de salaire, quand même, elles baissent, mais les inégalités de patrimoine augmentent entre hommes et femmes. On est passé de 9% à 15% en à peu près 20 ans. Ça, c'est l'INED qui le dit, c'est pas moi qui invente tout ça. Moi, j'essaie de me baser le plus possible sur des chiffres et des statistiques tangibles, et on voit qu'en fait, les écarts augmentent voilà, en termes de capital, de patrimoine, de ce qui va en fait durer et vous sécuriser aussi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, juste le salaire, ça suffit plus forcément à s'enrichir et à construire aussi, à bâtir sur le long terme. Donc voilà, quelques chiffres pour remettre les choses en perspective. Génial, et je pense que c'est intéressant de déjà démarrer par ce premier message, de parler de patrimoine aussi, et pas juste les différences de salaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de discours qui s'arrêtent à les différences de salaire, mais quand on parle de patrimoine, d'investissement, c'est là que la différence est vraiment très, très compliquée, et c'est difficile à rattraper au moment d'un divorce, au moment quand les choses ne se passent pas bien. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un effort de la part des femmes pour compenser ça, pour justement essayer de changer la situation, mais qui part beaucoup plus des femmes
que des hommes sont dans le couple. Je veux dire, pour résorber les inégalités économiques, on essaye de s'éduquer, on essaye de négocier nos salaires, on essaye de parler de tout ça, mais c'est encore hyper difficile parce que c'est très tabou. Parce que le sujet de l'argent est tabou pour les femmes, parce qu'on a quand même été élevés dans cette idée que ce qui allait faire qu'on avait une vie réussie, c'était d'obtenir l'amour des autres. Et d'être validé aussi par le regard des autres, et pas d'avoir du pouvoir, de la puissance et de l'autonomie. Ce qui est, par contre, ce qu'on demande aux hommes. On ne demande pas aux hommes d'être célébrés, applaudis et appréciés par tout le monde. On leur demande d'avoir du pouvoir, de l'argent, de l'autonomie, une forme de puissance, en fait. Donc, voilà, ce qui fait que c'est compliqué pour les femmes encore d'aborder ces sujets, y compris dans la sphère professionnelle. Tu vois, moi, je vois que des salariés qui vont dire « j'ose pas négocier mon salaire parce que j'ai pas envie que mes collègues ou mon patron pensent que je travaille pour l'argent ». Bon, tu vois, alors que tout le monde travaille un peu pour l'argent quand même, hein, voilà, et puis ça permet de durer sur le long terme. Donc je veux dire, il y a une forme de moralisation de la question de l'argent pour les femmes, et donc ça, c'est au travail. Et puis c'est évidemment encore très ancré dans le couple, parce qu'en plus des stéréotypes sur les femmes et l'argent, il y a le tabou de l'argent dans le couple et les stéréotypes liés à l'argent et l'amour, et que quand on aime, on ne compte pas. Donc les femmes, elles arrivent avec une double valise, tu vois, 2 bagages très lourds à tirer, où si je parle d'argent au sein du couple, c'est que je suis pas vraiment amoureuse, c'est que je suis vénale, intéressée, calculatrice, mente religieuse, tu vois, qu'il y a quelque chose de suspect, et qu'en fait on va jauger mon degré d'amour à mon désintérêt pour l'argent. Mais du coup, le désintérêt pour l'argent, c'est le désintérêt pour ses intérêts économiques, sa sécurité, ses besoins, et par extension, pour son individualité. Et moi, c'est ça que je... Enfin, en fait, tu vois, j'ai un peu pris de l'argent comme un prétexte pour écrire le prix à payer, mais parce que vraiment, le but, c'était de démontrer qu'on demande aux femmes, pour obtenir l'amour des autres et pour être validées par la société, de s'oublier soi-même et d'oublier leur individualité. Et à quel point je peux être aimée en étant entièrement moi-même, en étant acceptée avec tous mes besoins, mes envies, et voilà, et où est-ce qu'il faut vraiment absolument s'oublier, être au service d'eux et, tu vois, se taire pour être considérée comme une femme bien et une femme aimable, appréciable, et, tu vois, et obtenir l'amour des autres. Et ça, pour moi, c'est la vraie question, en fait, derrière la question de l'argent. Tu vois, c'est à quel point est-ce que je peux être aimée pour ce que je suis entièrement dans le respect de mon individualité. Et c'est pas parce que tu penses à ton individualité que tu peux pas faire du commun et être en couple. Voilà, mais aujourd'hui, on sait qu'un couple sur 2 se sépare. Ouais, c'est pas dingue de penser à préserver son individualité en cas de séparation, ou même juste en cas d'accident, tu vois, dans ce contexte-là, et pas de se fondre complètement dans l'idéal de l'amour, tu vois, où tout ce qui est à moi est à toi. Ouais. Et en plus, on sait que ça, c'est jamais vraiment le cas. On a tendance à oublier au cas du divorce. Ouais, et puis qu'on partage pas tout le temps, quoi. En fait, c'est ça. Enfin bon, non, je pense qu'on en parlera. Et on avait mentionné aussi avant, en préparant l'épisode, la partie compensation aussi, justement, parentale et à domicile. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu développer aussi cette partie-là? Bien sûr, parce qu'il y a des inégalités économiques. Et donc déjà, on se dit, c'est tabou de parler d'argent et tout, et puis on a du mal, nous, en tant que femmes, à valoriser les autres choses qu'on apporte dans le foyer, ou dans la famille, ou dans le couple, et qui ont pourtant de la valeur. Parce que le problème, quand on parle d'argent et de couple, c'est qu'on parle de l'argent qu'on a, beaucoup. Donc là, on se dit, moi, je gagne moins que mon conjoint, je mets peut-être moins dans le panier commun, et je profite de ce bel appartement dont je ne paye que 30% du loyer, admettons, et je profite des belles vacances qu'on fait ensemble, mon conjoint paye plus, donc j'ai plutôt intérêt à faire profil bas. Sauf qu'en fait, quand tu intègres dans la conversation tout l'argent que tu n'auras pas, au nom du couple et de la famille, et que ce coût d'opportunité, là, les calculs changent complètement. Et c'est là où, en fait, on voit que les femmes, elles font 72% du travail domestique et parental, qu'elles ajustent leur carrière beaucoup plus, et qu'on est dans une logique un peu de la carrière locomotive, où celui qui a le plus gros salaire a la carrière prioritaire,
Et donc, comme dans 75% des couples, c'est monsieur, bah, du coup, c'est toujours lui qui va passer avant. Et quand il faut faire la variable d'ajustement pour faire un déménagement, aller chercher un enfant malade, tu vois, les mères vont 3 fois plus amener chercher les enfants à l'école que les pères. Une femme sur 2 réduit ou arrête son activité professionnelle après la naissance d'un enfant, alors que c'est que 6% des pères. On a un congé maternité qui est de 16 semaines, là où le congé paternité est seulement de 28 jours. Donc, c'est pas que des choix individuels, c'est aussi des sujets politiques. Mais du coup, pour tout ça, les femmes donnent plus de temps gratuit, domestique et tout. Et ça, on le fait, on a l'impression que c'est compensatoire, tu vois, et que on est dans une forme de devoir de redevabilité vis-à-vis de l'argent qu'on n'a pas par rapport à l'argent que le conjoint, lui, met dans le foyer. Donc, c'est une espèce de forme d'équilibre où on se dit, bon, bah voilà, il gagne plus, il paye plus, mais moi, je gère plus les enfants, je fais plus le ménage, je fais plus la cuisine, j'ai plus les rendez-vous chez le médecin, la charge mentale et tous ces sujets qu'on connaît bien maintenant. Le problème, c'est que c'est peut-être équilibré comme ça, mais qu'en cas de séparation, c'est pas valorisé. Et que même, en fait, si on a l'impression que c'est équilibré, parfois au temps présent, c'est pas vu comme du travail. Et c'est pas vu comme une contribution. Parce qu'on entend encore que les femmes ont la chance de moins travailler. Là où les hommes, oh là là, ils se cassent le dos au travail, ils sont fatigués quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin de se reposer, toute la pression qu'ils ont et tout. Voilà, il y a des mères au foyer qui disent très bien, ça serait plus simple pour moi d'être salariée, en fait. Ouais. Je serais moins fatiguée, j'aurais une reconnaissance sociale, j'aurais de l'argent à moi. Voilà, là, en fait, ce que je fais n'est pas reconnu à aucun niveau, alors que ça crée de la valeur. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, est-ce que le travail, c'est un contrat, un bulletin de salaire et de l'argent voilà, qui arrive sur un compte, ou est-ce que le travail, c'est pas toute activité qui crée de la valeur ou des opportunités pour quelqu'un d'autre que soi. Quand je vais chercher les enfants 3 fois plus à l'école dans la semaine, mon conjoint, lui, il a la place pour rester jusqu'à 19h, 19h30, 20h pour aller à l'afterwork, pour, tu vois, développer sa carrière. Et ce travail-là, du coup, a vraiment une valeur. Moi, j'aime bien dire quand même que les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Et les femmes, c'est pas forcément leur conjointe, c'est aussi leur mère, parce que, tu vois, là, dans le rapport de l'Observatoire sur le coût de la seniorité, il y a un chiffre qui est ressorti, c'est que le nombre d'heures de garde d'enfants effectuées par les grands-mères gratuitement par semaine en France, ça s'élève à 23 millions d'heures. C'est énorme. Ouais. Donc, c'est combien d'économies, tu vois, et c'est non seulement la valeur de ce travail-là, mais les opportunités que ça dégage pour, alors, les parents, mais, tu vois, majoritairement quand même les hommes. Donc, on se repose beaucoup sur le travail gratuit des femmes, et même le monde du travail, tu vois, et sa culture du présentéisme, se repose sur les femmes qui l'excluent. Puisque passé 45 ans, t'es quand même progressivement écarté voilà, du monde du travail, des postes à responsabilité, parce qu'on considère que bon, une femme, elle est fatiguée, elle est plus trop à la page, et puis elle va avoir d'autres choses à faire. Oui, mais par contre, elle n'est pas fatiguée pour garder les enfants des hommes qui, eux, siègent, tu vois, dans les postes à responsabilité et tout. Donc, il y a quand même aussi une forme d'hypocrisie, je trouve, par rapport à ça. Mais du coup, sur cette logique compensatoire, en fait, ça nous dit qu'on est encore dans une répartition des rôles très genrée. Et moi, je trouve que la solution, c'est pas forcément de dire ne passez pas à temps partiel, ne gardez pas vos enfants et travaillez comme des hommes et déléguez à des nounous, parce que c'est une autre forme d'injonction. Et puis voilà, ça n'a pas de sens pour certaines personnes. Le problème, c'est qu'on ne valorise pas ce travail-là, qui en fait bénéficie à l'ensemble de la société. Parce que là, on parle de la conciliation liée à la parentalité, mais il y a aussi les danses. Toutes les activités associatives, bénévoles, militantes, tu vois, qui sont... Enfin, il y a évidemment des hommes qui sont engagés, qui travaillent dans l'associatif, tu vois, mais les danses et la petite enfance, c'est quand même majoritairement une affaire de femmes, et ça a des répercussions sur leur indépendance économique, alors que ça sert la société. C'est clair, et je trouve hyper intéressant parce que, justement, je pense qu'il y a beaucoup cette vision unilatérale que les femmes peuvent être à la maison avec les enfants,
parce qu'elles ont la dépendance financière de mari qui va être un peu le provider. Mais il n'a pas cette vision que justement pour pouvoir progresser dans sa carrière, c'est parce qu'il y a toute une stabilité à la maison, il y a quelqu'un qui est en charge de tes enfants et du coup tu n'as pas besoin de tout ce stress tout le temps, un enfant qui tombe malade et que je dois le chercher à l'école parce qu'il y a quelqu'un qui va être en charge de lui. Donc il n'a pas cette vision de disponibilité. Et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, quand on pense à prendre une nounou, on considère le coût de la nounou en fonction du salaire de la mère. Tu vois, en disant mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de payer une nounou tant si au final c'est pour que tu ailles travailler et que tu gagnes tant, ça se compense. Alors qu'en fait, le coût de la nounou, tu le partages entre les parents, tu le partages au prorata, si tu veux, c'est pas du tout... voilà, on ne compare jamais le coût de la nounou au salaire masculin et au fait que, bah, du coup, il fait plus d'heures et est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Parce que, voilà, tu vois, donc on est vraiment dans une... quelque chose de très biaisé, je trouve, parce que les hommes, ils bénéficient aussi de la nounou, tu vois. Mais on considère tellement que c'est leur rôle normal et naturel que du coup, on oublie de préciser quand même que ils n'auraient pas les mêmes carrières, tu vois, sans ces aides-là et sans ce travail-là, quoi. Et pour renverser un peu la tendance et voir de l'autre côté, on voit aussi de plus en plus la figure de la femme qui gagne plus que l'homme. Et c'est une figure qui est finalement assez mal vue dans la société. Et c'est des couples qui sont aussi parfois voire mal considérés. Et on parlait d'un chiffre ensemble où tu as évoqué que notamment les couples, la femme gagne plus, ont plus de chances de se séparer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cet équilibre-là ? Alors en fait, ça c'est une étude de l'INED, je crois. Je pourrais retrouver la référence. Mais c'est une étude qui s'est concentrée sur le risque de séparation en fonction des écarts de revenus. Donc en partant d'un couple égalitaire qui a les mêmes revenus, bah, en fait on voit que le curseur, selon que ça part dans un sens ou dans l'autre, varie. Et donc en fait, plus la femme gagne plus que son conjoint, plus le risque de séparation est fort. Et en fait, les chercheuses ont même une appellation pour ça de pénalité en fait de la femme pourvoyeuse de fonds, enfin provider penalty, tu vois. Là où, à l'inverse, plus un homme est pourvoyeur de fonds, et plus il y a d'écart de revenus, moins il y a de séparation, parce que tu as une situation de dépendance économique. Vraiment, alors que peut-être dans l'autre situation, l'homme gagne quand même, tu vois, son salaire. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est mal vécu. Parce qu'évidemment, le but de cette étude, c'est pas de dire aux femmes « Surtout, ne gagnez pas trop d'argent, sinon vous allez divorcer », tu vois. Ce serait vraiment trop injuste et, enfin voilà, incroyable de dire ça. Mais ce que ça nous dit, c'est que c'est pas bien vécu. Et moi, je sais, tu vois, que j'avais fait des articles sur les couples où la femme gagne le plus. Et en fait, on a l'impression qu'elles viennent piétiner sur un précaré masculin et qu'elles viennent prendre une part de succès qui serait due à leur conjoint, tu vois. Et parfois, quand c'est des couples qui sortent des mêmes écoles, qui ont le même diplôme, qui ont les mêmes parcours et que t'en as une qui du coup a un poste plus à responsabilité ou qui gagne plus, c'est comme s'il y avait une compétition en fait implicite entre les deux et que du coup elle lui prenait un peu de sa prérogative d'être le pourvoyeur de fonds, d'avoir le succès et de rayonner à l'extérieur, parce qu'il y a aussi ce sujet de reconnaissance sociale. Ah, c'est la plus successful des deux, tu vois. Et ça, c'est très mal vécu par les hommes, c'est aussi très mal vécu par les femmes parfois. Et alors on n'est pas du tout dans le mécanisme de compensation de vu que c'est elle qui gagne plus, c'est plus lui qui va le faire ménage. Au contraire, elles font quand même plus de ménage et de tâches domestiques, tu vois. Donc, tu dis que là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du vécu, qui est anormal, quoi. Parce que le succès d'une femme, c'est vu comme une menace pour son conjoint, tu vois. Et c'est pas rare d'entendre « Et toi, comment ça va ? C'est pas trop dur pour toi, du coup, qu'elle soit si... Voilà. » Alors qu'à l'inverse, quand un homme a du succès, a de l'argent et a de la reconnaissance... Tu vas pas dire à sa conjointe « Ça va, toi, tu le vis bien ?» On va lui dire « T'as choisi le bon numéro, bravo, c'est bien, tu profites. » Voilà, on est dans le truc un peu plus de la femme trophée qui est aussi de la femme un peu intéressée, qui a bien choisi, tu vois, qui profite de ce succès-là. Et voilà, mais on comprend pas pourquoi ça serait mal vécu, tellement ça nous semble normal, en fait, que ce soit lui qui soit plus... Voilà.
Surtout que je pense que dans la société, le grand but de la vie d'une femme est perçu par plein de gens, c'est le mariage. Donc, la réussite, c'est si tu es bien marié plutôt que si tu as une carrière successful. Bien sûr. Et c'est pas rare d'entendre que tu vois des femmes qui ont réussi, qui ont des carrières, qui ont de l'argent, on dit ah oui mais bon du coup elles ont une vie personnelle au prix de sacrifices, tu vois, il y a aussi tout ce narratif là de choix et de dilemme, la carrière ou la vie sentimentale épanouie. Enfin tu vois, faut quand même rappeler que t'as aussi plein de femmes qui privilégient leur vie sentimentale et qui se séparent et qui perdent 20% de niveau de vie. C'est 20% de perte de niveau de vie pour les femmes après une séparation contre 2 à 3% pour les hommes. Tu vois, et en plus, les femmes se retrouvent avec la garde exclusive des enfants dans l'immense majorité des cas. Donc tu demandes à la personne qui a le moins de ressources de faire le plus, parce qu'en plus, les pensions alimentaires, elles sont vraiment sous-estimées. Dans 30 à 40% des cas, elles sont pas payées. Donc moi, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Mary Poppins. T'as le moins d'argent, le moins de ressources, et tu dois payer un loyer avec une ou plusieurs chambres, des factures d'électricité, d'eau qui augmentent en temps d'inflation. C'est compliqué de travailler plus parce que tu gères là tous les jours. Tu gères les horaires et tu vois la charge domestique et tout. Donc là c'est très très dur cette séparation-là. Donc choisir entre carrière et amour, enfin tu vois, dans tous les cas de toute façon c'est un dilemme injuste. Tu vois, mais qu'on cultive, y compris dans le cinéma. Tu vois, que de femmes carriéristes, mais qui sont malheureuses en amour, ou qui sont trompées par leur mari, ou qui finissent par divorcer, comme si c'était... fallait avoir conscience du risque d'être ambitieuse. C'est un peu le film Devil Wears Prada que qu'on adore. On va sortir l'épisode à la sortie du 2. mais c'est le classique, la femme qui est hyper successful et qui à la fin elle n'est pas contente, c'est le divorce, elle peut pas gérer les deux choses en même temps. Et parce qu'on parle de Miranda Presley, donc le personnage de Meryl Streep, mais c'est aussi quand même Andy, Andrea, qui du coup est l'assistante. Je veux dire, c'est quand même fou. On lui dit, ce travail-là, tu le tiens 1 an, et après, toutes les portes te sont ouvertes. Et elle se retrouve avec un petit copain... insupportable. Qui est insupportable, qu'on a envie de taper toutes les 10 minutes, et qui fait toujours la gueule, parce que tu rentres tard, t'es pas venu à mon anniversaire, tu vois, alors qu'elle est tout le temps là, en train de dire désolé. Tu vois, en plus, il travaille en cuisine, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus des horaires les plus... tu vois, voilà. Et ça... Moi, je trouve que c'est une des manifestations de quelque chose que il me semble observer, c'est que le travail des femmes est très rarement une cause familiale. Là où le travail des hommes est beaucoup plus une cause familiale. C'est-à-dire que quand un homme a une bonne opportunité, et c'est pas forcément un poste à responsabilité, tu vois, mais ça peut être ça, mais ou une mutation, une expatriation, un déménagement, ou refaire de la formation, se reconvertir, tu vois, mais qui a un projet vraiment, qui va nécessiter plus d'engagement et qui se traduit par moins de disponibilité pour la famille. Ce qui va entendre cet homme, dans quand même beaucoup de cas, c'est « vas-y, fonce, on va se débrouiller ». Et c'est sa conjointe, c'est sa famille, donc aka sa mère, sa sœur, et d'autres femmes qui vont être là. On va se débrouiller, on va s'arranger, on s'adaptera. Quand une femme a une bonne opportunité, que ce soit reconversion, promotion, déménagement et où, est-ce qu'elle entend aussi souvent, je dis pas que ça n'existe pas, mais est-ce qu'elle entend aussi souvent, vas-y, on va s'arranger. En général, ce qu'on lui dit, c'est comment tu vas faire. On passe du pluriel au singulier. Et c'est à elle de, tu vois, gérer son temps entre la famille, de gérer la conciliation, tu vois. Et c'est tout ce mythe de la Wonder Woman qui peut tout avoir en faisant tout toute seule. Comment tu vas faire ? Est-ce que tu vas pas être trop fatiguée ? Mais comment tu vas voir tes enfants ? Et comment ton mari le prend ? Encore une fois. Et que si elle se plaint, tu vois, au bout de quelques temps, que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de fatigue et tout, on va pas forcément lui proposer des aménagements, on va lui dire tu devrais lever le pied. Tu travailles trop. Donc c'est à elle de, tu vois, et ça souvent, je trouve que les femmes sont les gestionnaires uniques de leur fatigue. Là où les hommes, quand ils rentrent du travail et qu'ils disent je suis fatiguée, tu vois,
quand même de bonnes chances que leur partenaire leur dise allonge-toi, je m'occupe de tout, c'est bon, alors qu'elles-mêmes ont travaillé, tu vois, y compris quand tu finis plus tôt et que tu vas chercher ton enfant et qu'il hurle pendant 1 heure en décharge de fin de journée, voilà, c'est pas non plus hyper reposant, tu vois, mais on n'est pas forcément égaux face à la fatigue et face au travail, du coup, au sein d'un couple. Et je dis pas que c'est fait de façon consciencieuse et, tu vois, et que... C'est implicite dans les stéréotypes de la société. Absolument, et nous-mêmes entretenons ça, tu vois, en tant que femme. Est-ce qu'on a tu vois, l'aplomb de dire, là, je m'assois sur le canapé ce soir, moi, je fais rien. Tu vois, enfin, je fais rien, ou j'ai vraiment besoin d'aller me coucher tôt, de pas faire la cuisine, voilà, je me repose un peu sur toi. Est-ce qu'on sollicite comme ça aussi ? Je pense qu'on a du mal, parce qu'on culpabilise, évidemment. Culpabilité de dire, ah, quand même, voilà. Je crois que j'ai jamais vu ma mère se reposer sur le canapé tranquille, et les fois qu'elle le fait, elle justifie de « Ah non, aujourd'hui, je suis vraiment désolée, mais je suis trop fatiguée. » Bah, mon père, il a jamais... Mais c'est parce qu'il y a aussi, je pense, il y a plusieurs choses là-dedans. Parce que c'est un schéma aussi que je pense qui se retrouve indirectement dans beaucoup de couples qui ont même conscience de ce type de problématique-là. En grande partie parce que je pense qu'au côté de la femme, il y a aussi une dimension sacrificielle qui est aussi assez ancrée dans un inconscient collectif. J'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma grand-mère souffrir, je n'ai jamais vu l'homme souffrir. Et en fait, ce qui fait que quand il y a des situations de on te propose de bouger et pas à l'homme, t'as beaucoup plus tendance à dire bah ok, j'accepte moi de faire une croix et d'y aller, ou si moi on me propose une offre et toi tu l'as pas, je vais peut-être même pas en faire part, je vais peut-être même pas en parler, ce que j'ai souvent aussi vu, parce que je vais encaisser en avance, parce que j'ai été formée à ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en voyant beaucoup de populations expatriées, c'est très souvent, j'ai rencontré aucun couple où le couple avait déménagé à cause de l'homme et pas à cause de la femme. C'est 90% des conjoints d'expatriés qui sont des femmes. Enfin, dans le couple hétéro et tout, 9 cas sur 10, c'est la carrière de monsieur qui est la locomotive, tu vois. Et c'est terrible pour ces femmes-là, pas dans le sens c'est dramatique pour leur vie, parce que c'est une expérience de dingue, l'expatriation. Elles apprennent énormément de choses, c'est très enrichissant. La plupart disent qu'elles le referaient les yeux fermés, même quand il y a une séparation à la fin et tout, tu vois. Donc, mais, ce qui est terrible, c'est qu'on les relègue, tu vois, et que même leur identité parfois disparaît, parce que donc moi j'ai vécu aussi à l'étranger, et tu vois, j'avais fait un atelier de coaching avec des femmes expatriées, où comment je parle de mon profil atypique, c'est-à-dire j'ai arrêté de travailler plus ou moins, parce que qu'est-ce que c'est arrêter de travailler, tu vois, voilà. Mais en gros, j'ai suivi mon conjoint à l'étranger pendant X années, là on va rentrer en France, je vais réavoir affaire à des recruteurs, je sais pas comment justifier ce trou dans mon CV. Et déjà, moi, ce qui m'a vachement choquée, c'est que ces femmes-là parlaient de leur métier au passé. Tu vois, comme si elles étaient mortes. Et de dire, voilà, j'étais juriste, ou j'étais ceci, cela. Je me dis, mais en fait, vous avez toujours votre diplôme. Vous êtes arrêté quelques années. Enfin, ça va, je veux dire, votre cerveau ne s'est pas réduit en cendres. Toute cette partie-là reste... Après, il y a évidemment des connaissances qui s'actualisent et une pratique qui peut se remettre en place. Mais vous êtes toujours votre métier. C'est juste que là, vous l'avez peut-être pas fait pendant quelques années. Et puis après, est-ce que vous avez rien fait ? Je veux dire, vraiment, ce truc du trou dans le CV, tu te dis, mais pour rien faire, faut vraiment être très, très, très motivé de rester sur son lit, allongé, ne pas bouger les bras, ne pas bouger les pieds, regarder le plancher et il se passe rien. C'est ça, rien faire. Mais quand on est femme d'expatriés, je déteste cette expression, mais pour le dire rapidement, on est en charge de l'administratif, on est en charge du logement, de chercher un appartement, de scolariser les enfants. Souvent, elles sont en charge de tout le tissu associatif, social, tu vois, d'organiser des soirées. Elles apprennent une langue, elles découvrent une culture. Si tu veux, au niveau soft skills, t'es quand même au top, quoi, quand tu reviens d'une expérience comme ça. Mais c'est pas forcément traduit. C'est pas forcément vu de cette façon. Et du coup, ces femmes-là, elles sont un peu reléguées à la marge, tu vois, elles font tapisserie. Ah, c'est la femme de... Complètement. C'est la femme de machin. Et même de les appeler, elle, c'est la femme Renault. Tu vois, c'est collé à l'entreprise employeur du conjoint. Et du coup, c'est comme si elles perdaient leur identité. Elles perdent en reconnaissance parce qu'on juge qu'elles sont... Voilà, elles, tout ce qu'elles font, c'est choisir la couleur des rideaux... tu vois, et organiser des goûters de maman, quoi. C'est quand même hyper... c'est hyper impactant aussi pour leur estime personnelle. Et d'autant plus que
ce que je trouve très marquant, et je pense que c'est aussi lié dans tous les cas à cette histoire de canapé, c'est elles en parlent aussi très peu en soi. En fait, tu vois, de cette frustration de, en fait, j'ai tout quitté, je me retrouve ici. C'est compliqué en vrai de construire son nouveau tissu social. Et c'est comme elles ont tendance à minimiser l'effort qui est aussi mis derrière, à pas forcément parler. Le mari en face comprend pas. En vrai, c'est une situation que même moi j'ai vécue quand on a bougé de Paris en Angleterre pour créer la boîte. Je parlais à mon maintenant mari que en fait je lui disais que c'est plus difficile pour moi de me faire un réseau en Angleterre contre la France, où la France je fais toutes les bonnes écoles, j'ai tout mon réseau. Il me disait tu fais juste pas assez d'efforts. Mais enfin je suis désolée, mais t'as ton taf, t'as changé dans les meilleures conditions du monde. Moi je débarque dans un pays, j'ai beaucoup plus de réseaux en France, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et t'as une forme aussi en face de du coup une incompréhension parce que c'est pas les mêmes domaines, c'est pas les mêmes compétences. Du coup une minimisation aussi. Et face à la minimisation, très souvent c'est le réflexe de finalement pas en parler du tout, qui creuse encore plus l'écart. Et derrière ce côté aussi où finalement quand le mari fait pas les courses, ou il n'a pas la charge mentale de qu'est-ce qu'il faut faire pour le dîner, ou toutes ces questions-là, en grande partie parce qu'au bout d'un moment beaucoup de femmes que je connais juste laissent tomber, on parle même plus du tout parce qu'elles savent très bien que ça va juste susciter soit des disputes. Le nombre de femmes que j'ai vu prendre une femme de ménage in fine parce qu'elles trouvaient pas d'autre solution pour faire le ménage à la maison parce qu'il y avait pas de discussion, soit par juste juste subir en silence. Et je trouve que c'est un truc et c'est marrant parce qu'il y a un passage vraiment sur ça dans mon dernier livre, dans Les Méritantes, c'est que à un moment la Wonder Woman elle pète un câble, quoi. Enfin tu vois, pour le dire simplement, c'est un peu burn-out, voilà, alors quand tu travailles, mais aussi quand tu travailles pas, mais bref, enfin quand tu travailles pas de façon reconnue, mais que du coup à un moment on se bagarre pour essayer d'obtenir l'égalité, tu vois, dans les tâches domestiques, dans la charge mentale et tout. Et que en fait à force d'être déçu, à force d'être frustré, à force de se disputer, tu troques l'idéal de l'égalité pour la consolation de la performance. Je trouve il y a un peu une forme de fatalisme de dire bon, de toute façon tu sais quoi, je vais arrêter d'être déçu, je vais prendre sur moi et qu'est-ce que je suis forte. Et ça c'est un truc aussi qu'on entretient beaucoup dans notre société et culturellement, le truc de la femme forte, admirable, oh là là, quelle femme super, tu vois. Et c'est les applaudissements à 20h pendant la pandémie de Covid pour tu vois les soignantes qui rentraient chez elles et qui sont sous-payées et qui étaient à ce moment-là les plus essentielles dans la société, mais tu les rémunères en applaudissements et voilà. Et ce truc de dire bon voilà, j'ai pas l'égalité, mais par contre, qu'est-ce que j'ai le cuir épais, tu vois. Et ça, c'est censé être un lot de consolation, sauf que notre, tu vois, supériorité morale et tout ça, tu vois, qu'est-ce que ça... Enfin, à part de la satisfaction personnelle et tout, ça mène vraiment à des burn-out, à de la fatigue, quoi. Donc, je suis absolument d'accord avec toi, ce truc de bon... Allez, de toute façon, moi, j'ai vu les femmes de ma famille aussi serrer les dents et y aller, et puis voilà, tant pis... Mais c'est quand même sacrément injuste. Après, de l'autre côté, je peux complètement comprendre qu'un homme qui devient la carrière locomotive expatrié, ou en plus, parfois avec l'expatriation, tu as tout un package de bonnes conditions, justement, où l'entreprise va favoriser l'installation, donne beaucoup d'argent et tout, et du coup... en échange implicite d'une forte disponibilité. Donc quand tu deviens la carrière prioritaire, que tu es aussi celui sur lequel repose non seulement l'équilibre économique, mais aussi la justification d'habiter dans tel endroit, dans telle ville et tout, je pense que la pression, elle est aussi énorme. Et que du coup, tu as l'impression peut-être de porter beaucoup sur tes épaules, la responsabilité, elle est grande, et que eux se sentent un peu écrasés aussi, même si on est d'accord, hein, ça leur bénéficie économiquement. Mais tu vois, il y a aussi cette question du choix par rapport à l'argent et au travail pour les hommes. Est-ce qu'ils ont l'impression, eux, d'avoir beaucoup d'options ? Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, certes, ont de l'argent, ont des postes à responsabilité, mais sont pas forcément heureux pour ça et se sentent accablés, tu vois, de dire j'ai l'impression que j'ai plus de place, j'ai plus de choix et tout. Donc forcément, quand ils disent ma conjointe, elle a ses après-midi et voilà, elle s'occupe de choses plus sympas, elle est dehors, elle voit le pays, elle machin, et qu'elle vienne se plaindre qu'elle est seule, isolée, alors qu'elle a tout son temps libre, entre guillemets, hein, parce que lol, le temps libre, voilà. Tu vois, ça crée vraiment de l'incompréhension. Les deux nourrissent le foyer. Les deux sont frustrés. Et les deux ne se comprennent plus forcément aussi là-dessus. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais.
Et justement, quand on parle de ce rôle de prendre les décisions financières à la maison, un peu l'homme comme le maître de l'argent, il y a cette pression, cette charge mentale. Mais comment ça se passe un peu dans la dynamique du couple? Quelles sont un peu les conséquences qu'ils peuvent avoir? Parce que par exemple, moi, je parle beaucoup de mes parents et de leur vie à deux, parce que mes parents, ils ont un contrat de mariage, séparation totale. Mon père, il était toujours un peu le maître de l'argent, donc c'est lui qui faisait des investissements et qui parfois a privilégié beaucoup plus lui que ma mère. Ma mère, elle a pleine conscience de ça, ce qui peut se passer au cas d'un divorce. Donc, toute cette notion du couple, du fait qu'il y ait un et vraiment la personne qui va prendre des décisions et les potentielles conséquences, comment ça se passe? Alors, déjà, avant ça, il faut quand même se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on gère l'argent. Donc, est-ce qu'on fait du 50-50 ? Bon, faire 50-50, ça se justifie dans des cas quand même assez rares, où il faudrait gagner le même niveau de revenu et il faudrait faire le même temps de tâches domestiques et parentales. Si tu fais 50-50, tu fais 50-50 sur tout. Et il ne s'agit pas que avoir les mêmes revenus, parce que tu peux avoir les mêmes revenus, mais si t'en as une qui va quand même beaucoup plus chercher les enfants à l'école et tout, potentiellement, elle pourrait gagner plus, mais elle ne le fait pas. Voilà, donc faire 50-50, mais faire 50-50 sur tout. Et c'est pas le cas. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai 36 ans, dans ma génération, c'est vraiment le truc banal où on a été, tu vois, pareil, incité, si t'es féministe, tu sors ta carte bleue, tu défends ton honneur et t'appliques l'égalité chez toi. Mais quand t'appliques une égalité chez toi qui n'existe nulle part ailleurs, tu enrichis les hommes au nom du féminisme, parce que du coup c'est moins d'épargne, et c'est moins d'investissement, moins de capitalisation à long terme. Donc le 50-50, il faut vraiment être précautionneux avec ça. Après, tu as la gestion au prorata, donc chacun dépense en fonction de la hauteur de ses revenus. Donc ça, c'est plus juste, mais là, moi, je mets quand même un petit warning, attention à ce que j'appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même celui qui gagne le plus qui donne le là sur le niveau de vie. Donc typiquement... quand le conjoint, il veut pas aller en vacances en camping dans la Creuse, mais il veut partir à Cuba et il te dit je paye plus, je paye l'avion, je paye l'hôtel, c'est super. Et toi, tu payes le reste, mais en fait, peut-être que le reste, c'est quand même toujours plus que ton budget camping dans la Creuse. Et qu'en plus, ce truc du prorata, on a l'impression que c'est égalitaire, mais ça n'enlève pas forcément un sentiment de redevabilité et de culpabilité de la part des femmes, tu vois. De se dire, il dépense plus, donc je vais faire plus de tâches ménagères. Tu vois, donc on n'est pas dans on n'est pas dans un truc forcément égalitaire. Et après, donc ça c'est la gestion budget. Bon, il y a aussi la répartition des dépenses, moi ce que j'appelle Madame PQ, Monsieur Voiture, où dans la lignée des tâches domestiques, les femmes vont beaucoup plus acheter les fournitures, le papier toilette, l'alimentaire, tu vois, remplir le caddie, là où les hommes ont l'habitude de prendre les postes de dépenses les moins chronophages. Et les plus valorisés, j'achète la voiture, j'embourse le prêt, tu vois, j'achète le matériel technologique, on a l'impression que du coup il fait les plus grosses dépenses, alors qu'en fait peut-être que les dépenses se valent et qu'au moment d'une séparation, lui repart avec une télé et une voiture et voilà, et la femme elle a pas forcément des biens à elle. Donc ça c'est important aussi d'y penser dans les achats, tu vois, si on n'est pas marié en communauté de biens, ce que chacun achète appartient à chacun, à la personne qui l'achète, quoi. Donc se dire, on se met d'accord quand même que moi j'ai 50% de la télé, ou voilà, quoi, mais qu'il y a une traduction quand même de ces biens-là. Et puis après, sur justement le sujet que tu évoquais, le maître de l'argent, ça c'est un peu pour tout ce qui est gestion des comptes et choix à long terme. Donc l'investissement, les placements, est-ce qu'on suit les conseils d'un conseiller, dans quel produit on va investir et tout. Et ça, traditionnellement, c'est les hommes qui s'en chargent. Encore une fois, c'est pas forcément une violence économique consciente et voulue. Tu vois, c'est pas forcément un homme qui va dire c'est moi qui vais tout garder pour moi, et voilà. C'est une répartition des rôles aussi très culturelle, très genrée, de les femmes et les chiffres, ça fait 3. Elles sont pas très douées, elles sont dépensières. C'est le cliché de l'accro au shopping. Donc les hommes, eux, sont plus doués en maths, sont plus rationnels, sont moins émotionnels. Donc ils vont être, moins émotionnels, moins émotifs. Donc ils vont être de meilleurs gestionnaires. Alors que c'est faux, tu vois. Et qu'en plus les femmes font le travail le plus difficile, qui est gérer de l'argent quand il y en a très peu.
au sein d'un foyer. Et les mères de famille monoparentales en savent quelque chose. Mais donc, dans cette répartition-là, le problème, c'est que... il y a 2 niveaux de problème. Il y a l'accès au savoir, l'accès aux informations. Typiquement, l'exemple de tes parents, est-ce que ta mère sait où est placé l'argent, dans quel compte, dans quelle banque, et en cas d'accident, parce que c'est même au-delà de la séparation, en fait, c'est une question de bon sens et de responsabilité vis-à-vis de la personne avec laquelle on partage sa vie. Si demain, le maître de l'argent se fait écraser par un bus, et que l'autre personne ne sait pas où est l'argent, parce qu'elle n'a pas les informations, il n'y a pas une feuille de route, c'est pas expliqué, c'est quand même hyper problématique parce qu'elle ne saura pas ce à quoi elle a le droit, là où elle peut aller je confirme ça parce que c'était exactement le cas de mes parents. La première fois qu'ils ont parlé d'argent, c'était dans un lit d'hôpital, mon père était dans un lit d'hôpital. Et elle n'avait aucune idée, aucune visibilité de combien d'argent la famille avait. Donc le cas classique. Et il y a beaucoup de veuves qui ne savent pas où aller chercher les pensions de réversion, dans quel régime, dans quelle caisse, tu vois. Et moi, je trouve ça fou qu'il y ait des hommes qui puissent... gérer à eux seuls tout l'argent pendant des décennies, savent qu'ils sont plus vieux, qu'ils ont une espérance de vie plus réduite, donc ils vont partir avant et ne laissent pas, le guide de où est notre argent. Alors, où est Charlie, quoi. Où aller chercher. Il n'y a pas de... Tu vois, moi je trouve ça fou en fait. Et en plus, ce que je trouve assez violent, mais bref, ça c'est un peu l'expérience personnelle qui est hyper triste, que... C'est hyper dur. Mon père, il est toujours en vie, donc c'était bien, mais pour longtemps, mon père, il a passé 2 mois à l'hôpital. Ouais. Donc, en parallèle, ma mère, elle devait gérer le mari à l'hôpital, les enfants, et la déclaration d'impôt de mon père, qu'elle avait aucune idée de tout ce qu'il avait. C'était vraiment... moi, j'ai une admiration énorme pour ma mère, parce que je peux pas imaginer émotionnellement comment elle a géré ça. C'est impensable. Bah oui, t'imagines la montagne de gestion médicale, gestion administrative et gestion émotionnelle de ton mari à l'hôpital et tu as peur, quoi. Enfin, donc c'est... Voilà. Mais en tout cas, il y a ce premier niveau qui est l'accès à l'information et que du coup, c'est problématique quand il y a un maître de l'argent parce que l'information n'est pas partagée. Donc, en cas de séparation, si, admettons, t'es marié en communauté de biens, tu dis, tout ce qui est à lui est à moi, on fait 50-50. Mais quand tu sais pas quand tu n'as pas conscience de la totalité de ce à quoi tu as droit, tu penses bien qu'il y a des hommes qui se gardent des comptes, qui ne les déclarent pas au moment de, tu vois, de faire, de diviser les biens. Il faut savoir tout ce qu'il y a à mettre sur la table. Voilà, et ça, il y a plein de femmes qui ne sont pas au courant, et même en communauté de biens, du coup, qui perdent de l'argent et qui se font arnaquer, quoi. Alors là, il y a vraiment un truc quand même conscient de la part du mari de je cache des choses, je les garde pour moi et tout, pour pas être... voilà. Donc ça, voilà, si t'es en communauté de biens, même ça pose problème. Et puis après, le deuxième problème qu'il peut y avoir, quand on a un seul maître de l'argent, c'est l'accès à l'argent. C'est pas juste, je sais qu'il y a des comptes là, c'est est-ce que j'ai le RIB ? Est-ce que j'ai les codes ? Est-ce que je peux consulter quand je veux ? Ou est-ce que je dois demander l'autorisation ou le code à mon conjoint ? Et ça paraît fou, mais c'est encore vachement fréquent, en fait. Et ça fait partie aussi des violences économiques. Tu vois, on parle beaucoup des violences conjugales, mais les violences conjugales, elles prennent, tu vois, leur lit, c'est les violences économiques aussi. Tu peux pas partir si t'as pas les moyens de partir, si t'as pas les moyens de payer un loyer, si t'as pas les moyens de... Voilà, enfin, il y a non seulement les moyens de ressources psychologiques et de force mentale, mais il y a aussi des ressources économiques à prendre en compte. Et du coup, quand tu n'as pas accès, quand t'as même pas la carte bancaire, et ça existe. Et en fait, c'est là où les stéréotypes liés aux femmes et à l'argent viennent faciliter les violences économiques, parce que tu peux très facilement dire oui, mais toi tu fais des achats déraisonnés, tu dépenses beaucoup trop, donc je prends la carte bleue, comme ça voilà, il n'y aura pas de dépenses irrationnelles, et puis quand tu as besoin, tu me demandes du cash. Mais tu vois, c'est quand même assez humiliant de devoir demander à son conjoint du cash et du coup de devoir justifier toutes les dépenses et tout. Donc, c'est là où, en effet, avoir un seul maître de l'argent, c'est pas sécuritaire. Et puis, en fait, c'est même pas intelligent, juste d'un point de vue purement stratégique, tu vois, de comment est-ce qu'on choisit les investissements qu'on fait, quels sont les meilleurs choix. On n'est jamais trop de 2 cerveaux.
sur ces questions-là. La déclaration d'impôt, on n'est jamais trop de deux cerveaux pour la remplir. Enfin, tu vois, tout le monde est là chaque année, on comprend rien, c'est compliqué, machin. Bah, très bien, nous sommes deux cerveaux, réfléchissons ensemble, tu vois. Et parce qu'en plus, le maître de l'argent, il peut être très honnête, de très bonne intention, mais il peut quand même faire des bêtises parce que c'est humain. Et faire des erreurs de déclaration, de faire des erreurs d'accorder sa confiance à quelqu'un qui lui promet un super investissement génial et en fait pas du tout. Tu vois, et ça, je veux dire, même la gestion de l'argent, au-delà du couple, hein, même, tu vois, dans plein d'entreprises, t'as des sociétés où, tu vois, entre plusieurs associés, c'est tel associé qui gère l'argent, moi je regarde pas du tout. Et puis après, tu découvres que tel associé, il a fait n'importe quoi, en fait. Et que toi, t'étais pas au courant. Tu vois, c'est quand même... C'est toujours dangereux d'avoir qu'un seul cerveau, qu'une seule vision, même si la personne en question n'est pas mal intentionnée, tu vois. Donc, d'un point de vue stratégique et d'intelligence, faut que tout le monde soit au courant et de comprendre tout ça. Aussi parce qu'une femme veuve qui se retrouve face à un banquier, tu vois, elle va pas être considérée de la même façon. T'as ça aussi, les professionnels du monde de l'argent, parfois, y compris des femmes, vont avoir des biais sexistes vis-à-vis des femmes qui viennent face à eux. Donc, tu vois, de maîtriser, d'être habitué, d'être dans les conversations, d'être dans les rendez-vous et d'être considéré, c'est aussi bien pour plus tard, après, quand tu hérites de tout ce bagage-là et que tu sois respecté et estimé comme il faut. Et tu avais déjà mentionné en partie l'effet de l'entraînement vers le plus haut revenu. On a parlé de la répartition de 50-50. Ouais. Dans ce cas-là, quelle serait la meilleure solution pour fixer le budget en couple ? Est-ce que partir des besoins d'épargne est potentiellement mieux que de partir du pouvoir d'achat ? C'est quoi Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est que, alors déjà, plutôt que de faire 50-50, faire au prorata des revenus de chacun. Donc, tu fais la somme des deux revenus. Tu vois du coup ce que chaque revenu représente proportionnellement et du coup donc c'est la proportion de ton implication dans les dépenses, donc ça c'est quand même plutôt juste. Quand même aussi avoir une réflexion sur le niveau de vie, de se dire là même si on est au prorata, moi je peux pas payer 30% de vacances aux Seychelles, tu vois, ça va être quand même un peu trop pour moi, donc voilà, toujours avoir conscience de ça. Et après c'est vrai que moi je trouve que parce que c'est quoi l'argent qui compte, il y a certes tes dépenses, tes charges, ton loyer, ce qui va te permettre de mois en mois avoir une stabilité, une sécurité. Mais il y a aussi l'argent que tu investis et que tu peux investir de plein de façons différentes, tu vois, pas forcément en bourse et tout, mais du coup, ce qui va être un point déterminant, c'est ton reste à vivre, ton épargne. Et là, on n'est pas forcément égaux aussi face à l'épargne. Et moi, je trouve ça intéressant de prendre la conversation un peu à l'envers et de dire jusqu'à combien on peut dépenser tous les mois, de se dire en fait combien on a besoin d'épargner chacun. Et je trouve que ça rend la discussion beaucoup plus humaine parce que tu vas parler de projet de vie, tu vas aussi peut-être parler de ton passé et de ton passif familial quand il y a des faillites, quand il y a des traumas liés à l'argent, quand il y a des séparations, voilà, tu peux avoir quelqu'un qui a un très bon salaire, mais qui a un haut besoin de sécurité parce qu'il a toujours l'impression qu'il peut être, tu vois, se retrouver à la rue du jour au lendemain, quoi. Parfois, voilà, ça existe et c'est légitime aussi. Donc, parler de son besoin d'épargne, c'est tout de suite changer la conversation. Tu parles pas des zéros qui s'alignent sur un compte en banque, ou j'ai envie de garder de l'argent, d'avoir le maximum de côté, tu vois, c'est complètement désincarné, tu sais pas à quoi ça correspond. Là, quand tu dis, moi j'ai envie d'épargner parce que je veux faire une reconversion, parce que j'ai peut-être envie de m'arrêter pour m'occuper de nos enfants un moment, parce que je sais que j'ai des parents âgés qui vont avoir besoin de mon aide et que je vais aussi devoir, voilà. Alors après, faut pas forcément justifier ça par le soin, le care et le service aux autres, tu vois, mais juste aussi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier pour me créer des rentes, parce que je sais qu'avec mon travail, et la retraite qui se dessine devant moi, ça va pas être mirobolant. On peut épargner pour prendre une année sabbatique, pour voyager, pour se reconvertir, pour faire franchement autant de personnes que d'envies et de projets différents. Mais du coup, ça rend... Voilà, et de se dire, ok, j'entends ton besoin et on va faire en sorte que tes rêves deviennent réalité et les miens aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve là-dedans, c'est que ça va du coup faire entrer une autre donnée et une autre dimension d'inégalité, c'est l'héritage ou le non-héritage familial. Parce que tu peux avoir des couples où il y en a un qui gagne moins, mais
c'est aussi lié parfois à des choix professionnels je décide, voilà, parce que je sais que je vais avoir un gros héritage familial derrière. Et t'en as qui gagnent plus parce que pour eux, c'était voilà, sortir d'une situation précaire, choisir une profession voilà, de façon stratégique pour augmenter son niveau de vie et du coup se dire ah bah moi j'ai fait ces choix là en plus dans un métier qui me plaît pas forcément pour voilà être plus dans une forme d'ascension sociale et en fait je dois partager avec quelqu'un qui se perçoit comme un futur rentier, tu vois, enfin il y a quelque chose d'un peu, donc quand on parle de l'épargne forcément on prend ça en compte, tu vois, et après tu peux quand même dire, bah moi je vais avoir un gros héritage familial, mais c'est quand même important de construire mon épargne à moi et pas de me reposer sur ma famille parce que c'est pas ma mentalité, tu vois. Donc il y a toujours des nuances et tout. Mais je trouve ça assez intéressant de partir de l'épargne. Après, ça mène à des conversations assez intéressantes et parfois des modèles surprenants. Là, il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps de Marie-Laïa Simon, donc il y a le compte Instagram à parts égales. Donc son livre s'appelle « Ils vécurent heureux et prirent un compte commun ». Et elle, en fait, elle a une méthode qu'elle défend qui est assez intéressante, même si moi, je souscris pas à cette méthode pour tous les cas. Je trouve que ça, voilà, on peut y réfléchir, mais en tout cas, c'est assez intéressant. C'est de se dire, on met les revenus en commun. Ensuite, il y a toutes les dépenses courantes, les charges, ça, et le reste à vivre. On le divise 50-50, chacun a le même reste à vivre à la fin. Et il faut avoir aussi le même temps libre disponible, voilà, ensemble. Donc c'est pour une vision du couple assez long terme, stable, ou voilà. Et en fait, ce calcul-là, tu peux te dire, bah, c'est quand même un peu injuste si t'en as un qui gagne 6 000 et l'autre 2 000, tu vois, ils épargnent la même chose à la fin. Bah, celle qui a 2 000, jamais elle aurait épargné ça si elle était pas avec ce mec-là. Donc, est-ce qu'elle est avec lui pour les... Tu vois, bon, t'as alors après, c'est intéressant d'observer, du coup, quels sont les réflexes de pensée, voilà. Moi, évidemment, là, je pense aussi à l'héritage familial, en disant, bah, attends, quelqu'un qui... Tu vois... Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est que, du coup, tu évacues... tout le débat de la valorisation du travail domestique et parental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait commun, on fait notre vie ensemble, on part du principe que chacun, à sa façon, que ce soit par du revenu ou par du temps ou du travail domestique, chacun enrichit l'autre. Et on met tout en commun et du coup, bah, on se divise, en fait, voilà. Mais c'est une forme aussi de vision du couple, d'engagement et tout particulière, mais en tout cas, c'est assez intéressant, je trouve, de penser comme ça, et c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, je trouve ça intéressant de partir de l'épargne, plutôt de combien je peux dépenser. Parce que tu vois, même au moment où, si admettons, il y a une augmentation de salaire, pour les deux, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Est-ce que c'est plus d'épargne, ou est-ce que c'est plus dans le panier commun, et on va faire... plus de dépenses, plus de restos, plus de sorties, tu vois, parfois c'est pas forcément évident. Et je pense que ce genre de discussion, franchement, on conseille à toutes les femmes qui nous écoutent, mais aussi aux hommes, parce que je pense d'un côté, ça peut réduire un peu la charge mentale avec les challenges Cash Confidence. On entend tout le temps les femmes qui nous disent merci parce que c'est la première fois que j'ai parlé d'argent avec mon mari, avec mon conjoint. Et en fait, c'était hyper positif pour moi, mais pour lui aussi. Donc, c'est presque comme si l'homme s'est mis dans cette position, justement, maître de l'argent, parce que la société a imposé. Et une fois qu'il a cette discussion ouverte avec sa femme, il voit que c'est tellement bien de pouvoir partager, de pouvoir prendre les décisions à deux. Ouais. Donc, on partage 100%. Ouais. Et en plus, quand tu as cette conversation, tu rentres pas dans le sujet... Enfin, tu vois, moi, par rapport au prix à payer, que ce soit l'essai ou la BD et tout, bon, ça met en colère, mais je dis, ça sert à rien de rentrer dans la conversation en disant c'est dégueulasse, je me fais complètement arnaquer, tu m'arnaques, il faut qu'on change, tu vois, parce qu'évidemment, le réflexe humain basique de toute personne normalement constituée, c'est de se mettre sur la défensive et de dire, wow, attends, moi, je travaille beaucoup, ça me plaît pas forcément, j'amène plus, et t'es en train de me dire que je t'arnaque, enfin, évidemment que, voilà, ça va pas le faire. Mais par contre, amener la conversation en disant, tu sais que les écarts de patrimoine augmentent entre hommes et femmes, tu sais qu'il y a 42% d'écart de revenus. En fait, c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, si moi, tu vois, j'allais pas chercher notre enfant tout le temps, bah, typiquement, si les femmes faisaient grève, tu vois, il y a un très bon documentaire en ce moment sur Arte, bon, peut-être qu'il sera plus disponible au moment où cet épisode passera, mais sur la grève des Islandaises. Les Islandaises ont fait la grève pendant 1 jour.
Et ça a fondamentalement, tu vois, changé la vision de leur travail. Et parce que là, d'un coup, fallait faire sans elles. Ouais. Et c'est quand tu arrêtes de faire quelque chose et que ça embête les gens que tu vois que du coup, c'est du travail. Parce que ça a de la valeur, parce que ça fait de la perte d'opportunité par effet domino. Donc ça, voilà, c'est intéressant aussi de penser à ça. Génial. Je pense qu'on pourrait encore passer des heures à parler du sujet parce qu'on est absolument passionné par le sujet et j'ai trop hâte de sortir cet épisode. Mais justement, pour finir, à chaque fois, on finit avec justement une question d'un jeu de cartes qu'on a créé. C'est un jeu de cartes, c'est un peu les cartes contre le tabou de l'argent. Ok. Donc, je t'invite à piocher une carte au hasard. Pas celle qui est devant, elle est celle-là. Ouais. J'adore. En cas de victoire au loto, tu as 2 options. Recevoir 1 million d'un coup ou 100 000 euros par semaine à vie. Tu choisis quoi? Pourquoi? Je pense que je choisis 100 000 euros par semaine à vie parce que du coup, j'aurai beaucoup plus, in fine, si je calcule bien. Et aussi parce que tu sais pas, première réaction... tu sais pas les règles d'imposition à un moment donné. J'adore. Tu sais pas. Voilà, faut peut-être mieux investir progressivement sur différents produits à différentes étapes que tu vois tout d'un coup. Voilà, là il y a pas longtemps, j'ai fait une interview d'un expert de l'or et de l'argent parce que donc l'or a explosé et l'argent est en train aussi d'exploser, mais l'argent, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, quoi. Mais du coup, tu te dis, est-ce qu'il faut acheter, tu vois, typiquement, est-ce qu'il faut mettre 1 million dans l'or maintenant alors que c'est très 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 cher? Et en fait, on te conseille quand même de faire des investissements réguliers pour bénéficier de la variation des prix et qu'au final, ça lisse quand même un peu ton coût d'investissement en fonction des variations. Enfin bon, bref, c'est un peu ennuyeux ce que je dis. Mais ouais, je pense que je prendrais 100 000 euros par semaine à vie. C'est un bon choix. Ouais. Merci beaucoup d'être venu pour cet épisode. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant effectivement encore assez longtemps. Où est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur LinkedIn, on peut me retrouver sur Instagram et on peut me retrouver sur mon site pro aussi, voilà, pour tout ce qui est demande de conférences en entreprise, de coaching et tout, ça c'est plus par mon site pro et après, plus pour avoir du contenu, des informations sur ces sujets-là, c'est plutôt sur Instagram. Super, parfait. Du coup, on invite tout le monde à suivre le compte Instagram qu'on va joindre en description. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode et merci à Boursorama qui nous permet d'avoir ce studio aujourd'hui avec le montage fait par Amaury, c'est trop chouette. Ça nous permet de vraiment step up dans le game. Merci à toutes celles qui nous ont regardés jusqu'au bout et on espère que vous avez réussi à apprendre des choses aujourd'hui et que ça va vous inciter à faire des débats aussi au sein de votre couple, ce qui nous permettra du coup de rejoindre cette mission commune qu'on a avec Boursorama sur ce podcast qui est de réduire les tabous face à l'argent. En attendant, on se dit qu'on se retrouve lors d'un prochain épisode et d'ici là, faites attention à vous et à vos finances. Vous avez aimé cet épisode? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.